Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, j'ai commencé par le sempiternel, passage en mode présentation. Normalement, vous devez voir en plein écran. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, merci de nous recevoir aujourd'hui. Pour nous, c'est très intéressant d'être ici parce que on parle du coup aujourd'hui à une communauté à laquelle on n'a pas forcément l'habitude de parler en microscopie. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer cette bibliothèque qui s'appelle Deep Inverse ou DeepInf parfois. On se trompe un peu. Que nous avons développé en collaboration avec Rouliane, mais également avec plein d'autres collaborateurs, principalement en France, mais pas que, pour faire de la restauration d'images. Alors, donc, peut-être aujourd'hui, le plan de ce qu'on veut vous montrer, ça va être vraiment d'avoir un peu une approche générale sur les problèmes inverses. Qu'est-ce que la restauration d'images et comment est-ce qu'on résout ces problèmes en général? Et ensuite, ces problématiques posées, vous faire un petit tour rapide de cette bibliothèque. Mais surtout, ce qu'on compte faire aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer comment on l'utilise, nous, et donc de coder un petit peu devant vous sur des problèmes un peu représentatifs. Et idéalement, on aimerait aussi vous montrer comment marche une technique qui est devenue très utile, c'est peut-être 4 ou 5 dernières années en apprentissage auto-supervisé qui permet notamment, dans des contextes d'application réelle que nous connaissons, et Rouliane et moi, d'utiliser des outils d'apprentissage profond. Donc évidemment, tout ça c'est disponible dans notre librairie, mais au-delà, ça peut être intéressant de manière plus générale. Bon, et enfin, vous présenter comment contribuer et ouvrir sur peut-être des sujets plus d'échange. Alors, peut-être, voilà, pour introduire cette librairie, cette bibliothèque, pardon, il est nécessaire de revenir un peu sur le problème de la restauration d'images. Donc, en 2 mots, la restauration d'images vise à, en partant d'une image de qualité faible, obtenir une image de meilleure qualité. Donc, c'est un problème très vaste et ça englobe un grand nombre de problèmes, que ce soit des problèmes, par exemple, ici je montre du débruitage. On a une image bruitée à gauche et une image non bruitée à droite. On va avoir également des problèmes de défloutage, donc encore sur des images naturelles. Donc à gauche, une image de voiture qui est floutée, on voudrait la déflouter. Mais c'est également un problème dans des applications très concrètes et scientifiques comme l'IRM. On va avoir des images comme celle que je montre à gauche, qui sont accélérées dans le K-space, et il va falloir retrouver l'image à droite. Des problématiques réelles également peuvent apparaître, typiquement quand on a des caméras à comptage de photons uniques. Donc c'est ce que je montre ici. Et enfin, en microscopie, donc un domaine que vous connaissez peut-être mieux, où là, par exemple, on va avoir, donc ici, je montre un problème de débruitage d'image avec du bruit de type poisson, qui est présent sur l'image de gauche et qu'on veut enlever. Toutes ces problématiques-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent se, se formaliser de la même manière sous la forme de problèmes inverses, souvent linéaires, mais pas nécessairement. Donc l'équation mathématique qui résume tous ces différents problèmes que nous avons vus, c'est celle que je montre tout en haut, y égale ax plus du bruit. Donc dans cette équation, x va être l'image qu'on recherche, y va être une image dégradée, et l'opérateur a qui est un opérateur non linéaire, potentiellement non linéaire ou linéaire, pardon, qui va dégrader l'image x. Et en plus de tout ça, on va avoir un bruit E qui peut être un bruit gaussien, poisson ou autre. Donc tous ces problèmes-là que j'ai montrés précédemment vont correspondre à différents types d'opérateurs, que ce soit des opérateurs parfois simples comme l'identité, dans le cas du débruitage, c'est ce que je montre en bas à gauche, mais des opérateurs qui peuvent être parfois très variés, linéaires, donc dans le cas de l'exemple que je montre au milieu de défloutage, avec un flou par un kernel, et parfois des opérateurs non linéaires. C'est le cas par exemple alors je suis pas sûr de la prononciation en français, mais de la ptychographie que je montre en bas à droite. Alors le but de la restauration d'image dans ce contexte, ça va être de faire le chemin inverse, c'est d'aller de l'image dégradée que je montre à droite à chaque fois, et de suivre la flèche bleue pour retrouver l'image de base. Euh, donc pour résoudre ces problèmes, comment faire en pratique? Alors on cherche à résoudre à résoudre un problème linéaire que je montre au-dessus, et malheureusement, ce problème est mal posé. Donc, la résolution d'un simple problème de moindre carré, avec la fonction quadratique que je montre ici, f, n'est pas suffisant. Et il va falloir utiliser des approches plus puissantes pour résoudre cette équation.
Donc ce qu'on va vouloir trouver pour résoudre ce problème en haut, ça va être un algorithme ou un réseau de neurones qui va prendre en entrée, d'une part, les données dégradées, c'est-à-dire Y, et potentiellement des informations supplémentaires comme l'opérateur A ou alors le niveau de bruit présent dans E, et qui va nous rendre, qui va nous retourner une estimation X de l'image cherchée. Alors, bon, tout ça, c'est un champ de recherche qui est très actif depuis une cinquantaine d'années, et un grand nombre de méthodes ont été proposées pour résoudre ces problèmes-là. Je pense que si on prend un peu de recul, on peut essentiellement les résumer en deux approches principales. D'un côté, des méthodes très populaires depuis une dizaine d'années, qu'on va dire bout en bout, qui vont consister à entraîner des réseaux de neurones sur des problèmes similaires à ceux qu'on va obtenir au moment du test. Donc, c'est ce que j'essaie d'illustrer ici à gauche. On va avoir une architecture de réseau de neurones à laquelle on va donner en entrée des mesures et on va entraîner cette architecture sur un dataset d'observation dégradée et en montrant des vérités terrain pour apprendre au réseau à passer de l'image dégradée à la vérité terrain. Ce genre d'approche est particulièrement puissant, comme on l'a vu ces 10 dernières années, mais nécessite d'avoir accès à un dataset d'entraînement et sont particulièrement efficaces quand l'opérateur A est difficile ou partiellement connu, et quand on veut avoir une inférence rapide. En effet, il suffit de faire un pas de forward à l'intérieur du réseau de neurones, et on a notre solution. À l'inverse, une autre approche possible est celle d'utiliser de l'optimisation ou des algorithmes dits plug and play ou de diffusion, où à cet endroit, on va avoir le gradient de la fonction qu'on a vu apparaître précédemment d'attache aux données, et qu'on va alterner avec des étapes de débruitage, avec soit des réseaux de neurones qui vont faire du débruitage, soit des a priori de type variation totale qui vont venir restaurer l'image entre chaque pas de gradient ici. Donc ces approches-là, en fait, sont relativement plus, entre guillemets, plus simples, puisque dans ce cas-là, l'a priori, qui apparaît en vert ici, est simplement entraîné sur des tâches de débruitage et peut-être incorporé dans des problèmes différents, que ce soit pour du défloutage ou de la super résolution, par exemple. Donc ce genre d'approche-là va être assez intéressant quand on n'a pas de données d'entraînement ou quand on ne connaît pas très bien, quand on n'a pas accès à des datasets de taille suffisante. Il va nécessiter en revanche de connaître l'opérateur A, et ces méthodes-là sont particulièrement performantes lorsqu'on a besoin de robustesse de notre approche. Donc voilà un peu pour un aperçu des méthodes qui sont utilisées en pratique dans la communauté. C'est dans ce contexte que nous proposons une bibliothèque qu'on appelle donc Deep Inverse et qui propose en fait d'intégrer les quatre étapes que nous avons vues ci-dessus dans une seule et même bibliothèque qui est intégralement écrite en PyTorch. Donc les quatre étapes que nous avons vues jusqu'à présent, ça va être le problème forward qui va permettre de, en partant d'images propres, générer des mesures qui sont de manière tout à fait réaliste et correcte. La deuxième étape et le deuxième bloc que cette bibliothèque va proposer, ça va être des solvers qui vont permettre de passer de l'image dégradée à des restaurations. Enfin, deux étapes qui ont été mentionnées de manière indirecte jusqu'à présent, ça va être les datasets et les jeux de données sur lesquels on va pouvoir entraîner, si besoin, notre réseau de restauration, euh, ainsi que tous les outils qui vont venir à côté euh, supporter du coup cet entraînement, que ce soit des fonctions de coût ou des optimiseurs particuliers. Donc je pense que ce que je vais faire maintenant, ça va être que je vais simplement vous montrer un peu cette bibliothèque. Donc là, normalement, vous voyez toujours mon écran et je suis sur la page de la documentation de Deep Inverse. Donc, euh, euh, on a essayé de faire une documentation relativement générale, dans laquelle notamment on a un guide général qui reprend un peu toutes les étapes que j'ai mentionnées jusqu'à présent, que ce soit comment est-ce qu'on acquiert ces données et quels sont les types d'opérateurs présents dans la librairie, avec bon, des codes que vous pouvez copier-coller simplement pour faire des simulations. Euh,
où on détaille en fait un peu tous les opérateurs qui sont présents aujourd'hui dans la bibliothèque. Donc par exemple que ce soit des problèmes de débruitage, d'IRM, de tomographie ou, par exemple de tachographie, où dans ce cas on détaille à chaque fois les opérateurs et les exemples qui les utilisent. Euh, bon, je pense que je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail hein, de ces approches qu'on propose ici. Juste quelque chose qui est important, je pense, c'est que on a passé pas mal de temps, et on passe toujours aujourd'hui pas mal de temps, sur le développement d'exemples assez synthétiques qui permettent d'avoir un aperçu rapide de ce que cette bibliothèque propose. Donc notamment, ici, on a un tour des opérateurs de flou qui sont présents dans la bibliothèque. Euh, donc, typiquement, on va avoir des flous assez simples, de type, par exemple, gaussien, qui vont nous permettre de faire du floutage gaussien sur des images, que ce soit grayscale, que ce soit des images couleurs ou d'autres types de données. On va avoir également on peut également avoir des flous plus compliqués avec un noyau différent par channel appliqué à l'image et ainsi de suite. Et on a aussi toute une panoplie de générateurs de flous réalistes qui vont pouvoir être intéressants et servir à l'entraînement de réseaux de neurones. Un point important, c'est qu'on peut avoir aussi des flous de diffraction qui sont notamment intéressants en microscopie, qui ont été implémentés en collaboration notamment avec des collègues qui travaillent hein, sur, euh, sur la microscopie. Je pense notamment à Pierre Weiss. Et voilà, donc on a tout un ensemble d'opérateurs réalistes et génériques qui sont utilisables rapidement dans la librairie, dans la bibliothèque, pardon, et on peut copier-coller voilà, tout ce code-là qui fonctionne normalement, puisque là, ce code-là, en fait, est tourné dans la doc de GitHub, donc c'est du code qui tourne en temps réel euh, sur, dans la bibliothèque. Donc voilà en ce qui concerne un peu un aperçu rapide de la bibliothèque. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'exemples qui vont après montrer comment résoudre ces problèmes inverses-là et faire des tutoriels en fait de pas à pas pour appliquer les différentes méthodes de restauration. Je pense que maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait du coup d'appliquer un peu cette bibliothèque dans un cas concret. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un code donc là c'est un notebook Colab, donc pour avoir accès à des GPU. Bon, j'ai mis des petits snippets de code euh, pré, euh, précalculés pour qu'on n'ait pas à le faire ensemble. Et l'idée, je pense, ça va être ensemble de regarder un petit peu comment utiliser cette bibliothèque sur des cas pratiques. Et en fait, vous montrer un peu comment nous, on utilise cette bibliothèque, qui est notre outil de travail au jour le jour. Euh, comment est-ce que nous, on l'utilise. Donc, euh, donc voilà. Hop. Bon, donc là, on a juste un petit peu de temps d'attente, le temps que tout se lance et que notre bibliothèque s'installe. Donc, Une petite euh, question, est-ce que la taille de la lettre de faute est OK pour tout le monde ou il faut la remonter? Pour... Moi, ça se voit bien Moi chez aussi, vous. mais j'ai un grand écran, donc ça va. OK, voilà. OK. Surtout si jamais vous ne voyez pas, n'hésitez pas à demander voilà, d'augmenter la taille. Euh, ce qu'on va faire simplement dans cet exemple-là qui commence à tourner, on va bon, simplement charger la librairie. Alors nous, on recommande toujours d'utiliser la version la plus à jour sur GitHub parce que pour nous, c'est un outil de travail qui est encore relativement récent. Donc il y a de temps en temps voilà, des petits fixes qui sont apportés. Donc normalement, si vous utilisez la version sur PyPy avec un pip install, ça fonctionne. Mais bon, nous, on travaille toujours sur la version la plus à jour sur GitHub. Voilà, donc on va importer simplement la bibliothèque et je vais partir dans cet exemple-là d'une image qui est présente dans l'exemple donc dans le dataset de FMD, qui est un dataset de microscopie que nous utilisons dans notre bibliothèque.
Et en Et- partant de cette image-là, oui, oui, non, c'est une précision, c'est une microscopie de fluorescence tout photon dans ces cas-là. Ouais. voilà. Donc, il se trouve qu'on a des datasets qui sont présents, que l'on a mis hein, sur Hugging Face. Et donc, tout simplement, par exemple, là, bon, on a cette image qui est présente, on peut simplement loader cette image-là. Et donc voilà, donc là on est parti et on a notre image, donc notre tenseur X. Et donc là, alors je crois que quand je tape, c'est très fort, surtout vous Non, essayez ça de va, taper ça pas très va. fort. Donc voilà, donc là on a un tenseur torch, voilà, donc tous nos éléments dans notre librairie sont des tenseurs. Et, euh, et donc, ce qu'on va pouvoir faire à partir de maintenant, ça va être, bah, par exemple, de dégrader notre image pour, pour jouer avec. Donc, par exemple, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter du bruit à notre image, du bruit blanc gaussien. Donc, je vais définir un vecteur sigma. On va définir également un opérateur. Donc, ça va être. Donc, notre librairie, on l'importe en tant que dippinf, dinf. Et donc là, on va avoir tout un ensemble de ce qu'on appelle les physiques. Donc là, par exemple, on peut prendre le cas du débruitage. Donc, il va falloir préciser un type de dégradation euh, stochastique. Donc, ça peut être du bruit gaussien avec une variance, une déviation standard, pardon, sigma, et puis on va la mettre sur GPU. Hop. Et donc là, normalement, on a notre opérateur et on peut simplement générer, du coup, ici, notre observation brutée, comme ça. Donc, là, ensuite, bon, pour vous montrer ce qui se passe, on va faire un petit plot. C'est un peu risqué toujours hein, de coder en live, j'espère que ça se passe bien. Et là, alors je vais plotter comme ça, je sais pas si la taille sera bien, on va voir. Voilà, ok, donc on va peut-être augmenter un petit peu la taille, tout s'est bien passé. Euh, je pense que ça devrait aller. Là. Voilà. Donc, on est parti de cette image-là et puis on l'a dégradée avec notre opérateur de mesure de débruitage ici. Euh, alors, une fois qu'on a... donc ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. On pourrait, par exemple, vouloir faire un problème un peu plus compliqué. Par exemple, on pourrait vouloir faire du défloutage. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait prendre Blur. Donc, c'est le nom du défoutage donc en anglais. Hein. Alors là, euh, euh, je crois que normalement, voilà. Là, on peut donner un blur avec un flou gaussien. Donc là, il me semble que si je fais comme ça, alors je sais pas si vous voyez, vous, de l'autre côté, euh, on a tous les... Ouais, c'est mieux ici. Hop, normalement, ici. Ça devrait fonctionner également. Voilà, donc là, on a flouté notre image avec ce flou-là. Évidemment, on peut rajouter hein, du bruit à ce problème-là. Donc, dans ce cas-là, il va falloir préciser le, le- le bruit qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, là, je peux rajouter le même bruit que nous avions avant. Et donc là, on va avoir normalement une image qui est à la fois floutée et bruitée. Alors, c'est difficile de voir le flou. Peut-être qu'il faut que je diminue le niveau de bruit. Bon, je vais peut-être augmenter un petit peu, voilà, en jouant un petit peu. Donc, voilà pour donner un aperçu un peu des problèmes que l'on peut obtenir. Et si j'ai le temps, j'en montrerai d'autres. Repassons donc sur le problème de débruitage, parce que c'est peut-être un des plus simples pour illustrer comment résoudre un problème simple avec la bibliothèque. Donc, on a maintenant notre observation Y, et on veut trouver une solution avec, par exemple, mais dans ce cas-là, dans un cadre de débruitage, une approche plutôt efficace, c'est d'utiliser un réseau de débruitage. Donc, un réseau qui est très utilisé dans la littérature, c'est notamment un réseau qu'on appelle le DRUNET, qui est un UNet avec des propriétés assez intéressantes. Et donc, normalement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Donc là, on télécharge le modèle depuis Hugging Face. Et une fois qu'on a notre modèle, eh bien, on peut simplement l'appliquer. Alors, bon.
Ça, c'est un petit souci enfin, souci. C'est ce qui est fait en PyTorch. Il faut souvent rappeler quand est-ce qu'on utilise la backprop ou pas. Et donc, il se trouve que dans le cadre de ce modèle-là, si je vais sur la documentation et que je cherche notre modèle, on s'aperçoit que dans le forward, il va prendre en entrée euh, une image bruitée et un niveau de bruit. Donc ici, il faut que je rajoute le niveau de bruit que normalement j'ai défini en tant que sigma. Et donc là, maintenant, eh bien, je peux simplement faire un plot, d'accord, de notre image, observation et la reconstruction. Donc là, on va faire le forward pass, voilà, et donc on observe que en donnant en entrée cette image-là à notre réseau de neurones, on obtient l'image à droite où le bruit a disparu. Et on voit que la plus grande partie de l'information dans l'image d'origine est retrouvée. Donc voilà pour un problème entre guillemets simple de débruitage. Maintenant, on peut faire des choses relativement plus intéressantes. Alors, je pense que peut-être bon, là, je pourrais partir sur plusieurs problèmes. Et Je sais pas si... Mathieu, tu peux montrer comment calculer une métrique, les PSNR, par exemple? Il y a quelqu'un qui Euh, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas montré comment calculer la métrique. En fait, donc dans Deep Inverse, on a un ensemble de, de métriques, euh, euh, notamment une que l'on peut utiliser dans ce cas-là, c'est que c'est le PSNR. Donc, Euh, alors, juste, hop, ce que je vais faire, c'est ça. Hop, c'est gratuit. Hop, et donc là, on va faire. Euh, donc, on peut définir une métrique simplement, par exemple, le PSMR. Euh, c'est métrique, point pardon. métrique. Voilà, donc là, on a défini notre métrique. Et en fait, il suffit euh, d'appliquer donc la métrique qui va calculer en fait l'écart entre la reconstruction, c'est-à-dire out, et la vérité terrain. Et donc là, normalement, si je fais hop, donc je peux le faire de manière un peu à l'arrache, mais comme ça, normalement, là, voilà, on va voir la métrique. Donc on a un PSNR de 29 dB, ce qui est un assez bon résultat. Bon, on a un ensemble de métriques dans la bibliothèque. On va avoir également typiquement le SSIM ou d'autres métriques si vous êtes familier avec ce genre de métriques-là. Donc peut-être que ce que je peux faire maintenant, c'est vous montrer comment on utilise par exemple un solver pour un problème un petit peu plus compliqué. Donc là, ce que je propose du coup, c'est d'utiliser un flou. Alors dans ce cas-là, j'ai quand même on va utiliser donc un flou de type de type mouvement. Donc pour ça, on va utiliser euh, des générateurs qui sont disponibles dans la bibliothèque et qui vont permettre en fait de générer des kernels de manière aléatoire. Alors il se trouve que là, j'en ai un sous la main, voilà, et generator, et generator physics par exemple. Voilà. Ensuite, on va rajouter également du bruit. euh, voilà, plutôt, voilà. Et ensuite, donc, une fois qu'on a ces éléments-là, on peut définir donc, une physique. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on allait regarder, par exemple, un problème de défloutage. Donc, euh, on va utiliser là une implémentation qui utilise la FFT. Donc, on a besoin de connaître la taille de l'image. Euh, donc, ça devrait fonctionner. Et ensuite, euh, pardon.
Du coup, là, on va par exemple rajouter. Enfin, voilà, on peut rajouter du bruit poisson parce que je pense que c'est ce qui est quand même le plus présent. Si je connais, enfin, je suis pas un expert en, en microscopie, mais il me semble que c'est quand même ce qui est le plus utilisé. Et alors, bon, ça, c'est juste un petit argument qui nous dit comment est calculé le bord avec la FFT. Et voilà. Donc là, normalement, on a notre physique qui va être, qui va être définie. Et en fait, bon, là, si on fait ça, donc ça marche, mais notre physique, en fait, on n'a pas encore précisé le noyau ou le kernel avec lequel on va faire le flou. C'est là que c'est intéressant d'utiliser le générateur que j'ai utilisé juste au-dessus, puisque, en fait, si je fais la chose suivante, euh, eh bien, on peut regarder ce que contient le quarks. Et voilà, en fait, on va générer en fait un filtre ou un noyau. Euh, et notamment, si je fais, on va faire le print ici, mais si je fais, euh, je peux simplement plotter le, le noyau qui est généré ici. Hop. Ah, donc là, c'est un, euh, ok, c'est un peu, j'ai peut-être mis quelque chose d'un peu difficile. Euh, Hop, voilà. Donc là, on a un noyau de flou qui est généré de manière aléatoire à chaque fois que j'appelle le générateur. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je prends mon image initiale, je peux appliquer la physique de floutage en simplement au point X avec les arguments générés au-dessous, dessus. Et donc là, ce que je peux faire, donc, c'est peut-être en fait mettre ça au-dessus, comme ça, on va voir. Voilà, donc on va plotter et le filtre et X et Y. Donc, Y and X. Voilà. Donc, normalement là. Ah oui, pardon. C'est list titles, évidemment. Alors attendez. Voilà. Ouais, donc là, on voit qu'on a un nouveau filtre qui a été généré. Ah, je me suis trompé dans la nomenclature. C'est plutôt X et Y comme ça. Mais à chaque fois que je vais refaire rentrer, j'aurai un nouveau flou et une image différente. Donc une fois qu'on a ce problème-là, on peut essayer de retrouver X à partir de Y. Alors pour ce faire, un algorithme qui est particulièrement utile dans la littérature et particulièrement populaire, en fait, qui est une baseline euh, en restauration d'images, en vision par ordinateur, c'est l'algorithme DPIR. Alors, alors attendez, il se trouve que là, on peut le définir de manière relativement simple. Alors j'ai quelques paramètres que j'avais définis précédemment. Euh, on a une méthode qui va aller chercher des hyperparamètres nécessaires pour faire tourner cet algorithme. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ces paramètres-là. Mais pour faire tourner cet algorithme, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin d'un terme d'attache aux données, c'est le gradient que nous avions vu dans notre présentation, donc qui est le terme euh, ici. Donc, c'est ce f de x ici. Et à chaque étape, en fait, de notre algorithme, on va venir alterner entre des pas de gradient, en gros, et de débruitage. Donc, on a défini ici notre terme d'attache aux données. Maintenant, il va falloir définir euh, notre a priori de débruitage. Et donc là, bah, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va le définir comme étant euh, le modèle qu'on avait juste au-dessus, donc le drunet qu'on avait défini ici, et donc normalement qui s'appelle bien modèle. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc là, on a à peu près tous les éléments nécessaires. Pour instancier cet algorithme, il va falloir utiliser une méthode euh, qui s'appelle OptimBuilder, qui va préciser l'itération qu'on utilise. Donc là, c'est l'algorithme. Bon, dans,
Donc précisément, cette étape-là, ça va préciser comment est-ce qu'on agence le terme de gradient et l'opérateur proximal, enfin, ou le terme de débruitage. Donc ici, notamment, ce qu'on va utiliser, ça va être celui-ci. Et ensuite, bon, il faut préciser euh, le prior, le terme d'attache au données qu'on a défini. Euh, je pense que là, il nous reste le nombre d'itérations qu'on veut faire, qu'on a défini également au-dessus. Et enfin, bah, les paramètres qu'on utilise. Voilà. Et puis bon, je vais rajouter aussi un autre élément qui est verbose, qui va faire des prints si jamais également. Voilà. Donc là, normalement, on a défini. euh, alors pourquoi? C'est parce que c'est denoiser. Ok. Ouais, donc là, on a défini notre algorithme. Et une fois qu'on a cet algorithme-là, on peut simplement utiliser euh, notre algorithme pour reconstruire l'image. Donc, comme précédemment, j'applique torche no grade et je vais appeler ma sortie outAlgo. Et on applique l'algorithme en prenant en entrée d'une part les mesures et d'autre part la physique ou l'opérateur A qui a généré ces mesures. Donc là, on a notre algorithme qui a tourné. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un plot, encore une fois. Donc je vais peut-être montrer tout ce qu'on avait ici et je vais rajouter notre sortie de l'algorithme. Donc on va avoir, peut-être que je peux rajouter, voilà, out algo ici. Euh, hop, et je vais peut-être augmenter la taille pour qu'on voit quelque chose. Voilà. Et donc là, on peut voir donc, la sortie de reconstruction de l'algorithme qui est présente ici en fonction de l'entrée qui est à gauche. Donc on voit que déjà avec cet algorithme qui est sorti tout droit de type inverse, on obtient une reconstruction qui est satisfaisante, ou du moins qui a l'air pas mal. On pourrait s'amuser à fine-tuner, mais, euh, mais bon, là c'est voilà, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec cette bibliothèque. Je pense que maintenant je vais peut-être laisser la main à Rouliane qui va vous parler d'autres fonctionnalités intéressantes dans la bibliothèque. Est-ce que vous avez des questions en attendant que Rouliane prenne la main peut-être? Alors, j'en vois pas sur le chat. Si quelqu'un veut Oui, j'ai prendre la une parole. question, s'il vous plaît. Bonjour, Cédric de Marseille. Bonjour. Bonjour Cédric de Marseille. Ouais, merci. En fait, j'ai une question purement sur l'aspect quantitatif de la transformation que vous faites. Est-ce qu'il y a une restauration des mêmes niveaux de gris entre l'image source et l'image transformée? Pardon, sur les niveaux de gris, vous dites? Est-ce qu'il y a une préservation des niveaux de gris entre l'image en fait, qui a été reconstruite et celle qui est, sur laquelle ça a été, on va dire, pris comme modèle? Alors, ce qu'on fait en pratique, donc de base, on a des opérateurs qui sont normalisés pour avoir des constantes de Lipschitz à 1, donc qui vont préserver l'énergie. Mais c'est pas une nécessité, d'accord? Si vous avez ça arrive qu'on ait parfois des opérateurs qui ne sont pas conservatifs. Et voilà. Mais là, dans l'exemple que j'ai montré, oui, il y a conservation. Mais un point important que vous soulevez et qui est pour nous essentiel, et c'est la raison pour laquelle j'ai montré notamment ce Drunet, c'est que en pratique, on ne connaît pas forcément a priori l'intensité maximale d'une image ou l'intensité minimale, donc on ne peut pas se permettre de faire des normalisations. Et donc nous, dans notre bibliothèque, on ne fait par défaut jamais de normalisation. Alors si vous voulez en faire, c'est possible. Mais voilà, pour répondre sur cette question de normalisation des niveaux de bruit. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, partiellement. Et une deuxième question, donc nous, quand on fait donc, on va dire de la déconvolution sur nos images, on travaille beaucoup sur des piles d'images en Z, dans lesquelles on va dire une partie du signal est réaffectée et réassignée au point d'émission. Quand on fait vraiment, on veut réassigner le signal sur un volume, hein. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez réaliser, vous, avec votre application là ou pas? De travailler en 3D? Oui, tout à fait. On a des flous 3D, on a des opérateurs 3D. Notamment, on fait de l'IRM en 3D avec cette bibliothèque. On fait même du 3D plus lent. On a des films en 3D. Donc, tout ça, c'est possible. Le formalisme, si vous voulez, la limite, entre guillemets, de notre bibliothèque, qui pour l'instant n'a jamais été limitant pour nous, c'est qu'on travaille sur des tenseurs en torche. Donc, si vous avez un problème qui est modélisable avec des variables qu'on peut mettre sous forme de tenseurs,
Alors c'est totalement impossible. D'accord, merci. Ok, très bien. Donc, s'il y a plus de questions, je vais continuer. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre manière de résoudre les problèmes inverses avec aussi un réseau pré-entraîné. Donc, dans la librairie, si vous allez dans la librairie, vous allez voir qu'il y a une grande famille de méthodes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, donc, Oui, par exemple, si vous allez dans la user guide, c'est un espèce aussi des manuels de reconstruction d'images. Ce que vous pouvez voir ici dans l'introduction, toutes les méthodes de reconstruction, comme Mathieu a montré, s'écrivent comme ça. Donc, on donne toujours la mesure et l'opérateur. Et par exemple, si on va dans l'introduction, on va trouver toute une table avec les différentes qualités de chaque approche de reconstruction. Là, je vais me concentrer sur une approche qui on a développée récemment, qui s'appelle RAM, Reconstruct Anything Model, où on a entraîné seul réseau de neurones à reconstruire tout type de problèmes inverses, des problèmes de flou avec l'image naturelle, des problèmes de tomographie avec des scans, des vrais scans, des problèmes d'IRM, etc. Donc, je vais vous montrer comment on peut télécharger ce réseau et l'utiliser. OK, donc c'est parti. Donc, je reprends un peu ce que Mathieu a fait. Bon, je suis pas un Jupyter Notebook, je vais vous montrer un peu comment ça marche dans Python classique. J'ai ma console ici et j'ai mon code ici. Je fais juste quelques imports des choses. J'ai défini mon device, que ça va être le CPU. Dans mon cas, j'ai un CPU de 24 gigabytes. Encore une fois, je vais travailler sur de Blur, mais bon, vous pouvez voir la liste des opérateurs dans la librairie. Aussi, c'est une liste très grande. C'est pas du tout limité au flou. Si vous allez ici, la liste. Mais bon, je vais rester dans le flou. Et on va choisir aussi notre modèle de bruit. Je vais commencer avec du bruit gaussien. OK? Et je vais, encore une fois, générer des flous, mais cette fois des flous de diffraction qui sont plus réalistes pour les cas de la microscopie. Voilà. Et on peut faire comme Mathieu a fait, tourner ses codes ici et voir que ça tourne. On met ça. Normalement, encore une fois, on a créé un générateur de flou, on a généré un flou et on a passé, au moment de calculer la convolution avec le Blur Operator, on a passé notre flou aléatoire et notre image. OK, on a un petit souci. Euh, ah oui. Euh, je vais relancer ça. Souci. OK. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais on va éviter de prendre cette image-là. Et je vais aller directement sur un dataset. Je vais vous montrer comment prendre un dataset. Donc, pour ça, je vais aller chercher dans les modules de dataset et je vais prendre les FMD. C'est quoi les FMD? C'est les Fluorescence Microscopy Dataset. Donc, si vous allez dans la documentation, on va sur User Guide. Maintenant, on va à la partie Training Testing. On va trouver les datasets. On a une liste des datasets ici qu'on peut télécharger facilement avec une ligne. Et nous, on va se concentrer sur la microscopie, donc FMD. Okay, où il y a tous ces paramètres à choisir. C'est le type des microscopes, soit confocal, euh, tout photon, etc. Et aussi les niveaux de bruit sur les images. Moi, je vais prendre les images avec un très peu de niveau de bruit et je vais simuler les bruits. Mais on pourrait aussi travailler avec les vraies images avec beaucoup de bruit. Donc, bon, je vais aller vite avec la configuration de cette dataset, qui c'est des détails pas très importants. Donc, je vais prendre mon dataset ici.
Et aussi, je vais définir des patchs, et des patchs ici des 128 pixels. Ok. Je vais faire de random crop et je vais passer à Tensor. Normalement, là, on définit nos datasets. Maintenant, il faut diviser ces datasets en train et en test. Donc là, on va prendre 95% pour le train et 5% pour les tests. Et on va aussi diviser ça. Bon, on voit bien que Copilot marche bien. Et on divise notre dataset en dataset train, dataset val. Si on veut maintenant voir une image, on va prendre la première image du dataset. Les datasets va nous donner normalement va nous donner X, Y. Et si on fait ça, et on va devoir passer HPU et aussi passer à 4 dimensions, rajouter la dimension du patch. Ok. Et maintenant, si on tourne ces codes-là, tourner, ok, très bien, on a généré nos images, dataset. Maintenant, si je fais les plots, on va voir que c'est un patch de 128 de l'image avec l'image avec une temps d'acquisition très longue qui nous donne peu de bruit et la vraie image capturée par la microscope de ce dataset. Voilà. OK, donc maintenant, on va dégrader ces images et entraîner, et évaluer, pardon, un réseau pré-entraîné sur ces images dégradées. Pour ça, on va télécharger les Reconstructed Listing Model de la librairie. Donc, on va prendre les modèles. Ça, on va juste, dans une ligne, prendre le modèle. Okay. Et encore une fois, dans la librairie, toujours, on va évaluer le modèle. On va juste faire modèle, on va passer les mesures et on va passer la physique ou l'opérateur. Non? Ici, j'utilise le mot physique pour parler de l'opérateur. Dans notre cas, c'est un flou gaussien avec 0,1 de niveau de bruit. Et on va noter les résultats. Voilà. Voilà la reconstruction. Et on va tourner ça. Et on voit que la méthode marche pas mal parce que ça, c'est l'observation avec du bruit gaussien additif. Et la reconstruction nous donne une bonne estimation. Ça, c'est aussi avec un flou. Je pourrais rajouter plus de flou, en changeant ces paramètres qui contrôlent le niveau de diffraction. Je vais mettre un paramètre un peu plus grand et on va faire le problème un peu plus difficile. Là, si je fais aussi plotter les flous pour vous montrer quel est le flou que nous utilisons. Voilà. Donc voilà, on a utilisé cette flou de diffraction. Et on a cette reconstruction-là à partir de ces mesures. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La question que vous avez normalement, c'est OK, je ne crois pas trop que ce modèle-là va marcher dans mon dataset. Parce que mon dataset, il n'est pas comme ça, ou elle est différente. Mon outil, mon microscope, il est différent à celui-là. Je ne crois pas trop à ça. Et pour vous montrer que c'est pas parfait, je vais choisir un modèle de bruit poisson, que les modèles n'étaient pas entraînés spécialement pour chérer. Et on va retourner l'exemple avec du bruit poisson. Et on voit que les modèles, ils marchent pas très bien, malheureusement. Donc, parce qu'il n'était pas entraîné pour ce niveau de bruit. Et donc maintenant, le but, ça va être, est-ce qu'on peut toujours utiliser des données pour améliorer cette reconstruction-là? Et pour ça, je vais vous parler, je vais essayer d'entraîner les modèles pour que ça fasse le travail. Donc, pour entraîner un modèle, il faut un data loader pour le dataset. Et avec les datasets, on va générer un data loader, on va définir un batch size. Ça, c'est des choses assez classiques en deep learning.
et aussi notre eval data loss. OK. Ça, c'est juste des choses classiques en PyTorch. Et on va définir une loss. Pour ça, je vais définir une loss auto-supervisée. Je vais vous parler de ça, expliquer ça juste après, mais je vais commencer à lancer l'optimisation en temps réel. Là, j'ai défini ma loss pour entraîner les modèles et mon optimiseur. OK. C'est un optimiseur Adam, qui est un choix assez classique, et je vais entraîner les paramètres. Tout ça, c'est juste Torch. C'est des choses classiques en Torch. Et nous, dans la librairie, on donne un trainer qui simplifie l'entraînement pour les gens qui veulent juste avoir un bon entraînement et ne sont pas nécessairement des experts sur l'apprentissage du deep learning. Donc, si je vais dans le user guide et je continue jusqu'au training, on voit qu'il y a cette classe trainer. Et cette trainer, on va lui passer un modèle de physique, un optimiseur, un dataset, et il va nous entraîner les modèles. Et il y a des exemples, il y a beaucoup de détails que je vais passer vite, mais vous pourriez voir plus tard en détail. Et donc, je vais prendre un code des trainers. En fait, on définit notre trainer comme... ah oui, ici, il y a un typo. On lui passe les modèles qu'on va entraîner, on lui passe les nombres d'époques, les nombres de fois qu'on va passer par les datasets, la loss qu'on va optimiser, l'optimiseur, la physique. Aussi, si on veut changer les flous pendant l'entraînement de manière aléatoire, on passe notre générateur de flux, mais ça, c'est optionnel, on pourrait le relever. Et on lui passe la GPU qu'il veut utiliser pour l'entraînement, et aussi les trains et les eval pour l'entraînement. OK? Et là, ici, je vais entraîner pendant 5 époques. Donc, je vais lancer mon entraînement. Je vais fermer tous ces figures-là. Ah non, ça, c'est juste défini le trainer. Il faut faire train. OK. Et là, je lance mon entraînement. Et on voit que ça devrait commencer à tourner. Tout va bien. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Normalement, non. Ah oui. Et là, c'est bon. Je n'avais pas bien sauvé. Et l'entraînement a commencé. Donc, je vais faire 5 époques. Et là, le modèle il est entraîné sur ces datasets des microscopies. Donc, dans l'entretemps, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'apprentissage autosupervisé, parce que là, ça va prendre 2-3 minutes d'entraînement. Et pour ça, je vais reprendre la présentation. Donc, l'idée de l'apprentissage autosupervisé, c'est bon, l'apprentissage supervisé marche très bien, mais on a besoin de ces références, ces images sont de bonne qualité pour faire l'entraînement. Et normalement, quand on a des images scientifiques, au microscopie, etc., on n'a pas ces références ou sont chères à avoir parce que peut-être on peut pas avoir un temps d'acquisition très longue pour des questions physiques, des coûts, etc. Où on n'arrive pas à avoir cette référence de bonne qualité qu'on veut entraîner. Donc, il y a la question est-ce que on pourrait entraîner avec des mesures, des images naturelles ou des chats, des chiens, etc. Mais il y a un problème des distribution shift. Ça veut dire que si on entraîne avec des images qui sont différentes à celui qu'on teste, on peut avoir une mauvaise performance. C'est ce que je viens de démontrer. Et ici, dans ce papier qui est très intéressant de Elton Gandhi et Royer, il montre que si on entraîne à déflouter des lettres, si on ne met pas les bonnes lettres de l'alphabet dans les trains et on teste, bon, le réseau, il va pas faire un bon travail au moment des tests. Donc, ça pose la question de faire l'apprentissage autosupervisé, qui c'est d'utiliser juste des images qui sont avec du bruit, donc des mesures, des Y, en parlant dans la notation qu'on a utilisée aujourd'hui.
Ici, je vous montre un exemple d'un papier récent où on a entraîné un modèle, un dérouteur, avec des images, des cryo-electron microscopy qui sont beaucoup de bruit et avec une loss auto-supervisée qui n'utilise jamais une référence clean parce qu'en fait, il n'y a pas. On ne connaît pas quelle est la bonne référence. On arrive quand même à voir des structures très claires dans les images. Ok. Je ne vais pas vous expliquer tout comment choisir la bonne perte. Il y a toute une littérature, mais les deux questions qui sont importantes au moment de choisir la loss, c'est qu'est-ce que, est-ce qu'on connaît les modèles de bruit ou pas, et choisir en fonction de ça. Et aussi, est-ce que l'opérateur qu'on utilise, un flou, la tomographie, etc., est-ce qu'elle perd l'information ou pas? Donc, est-ce que l'opérateur est inversible ou pas? Donc, si on retourne sur notre modèle maintenant entraîné, donc on voit bien que l'entraînement est fini. Euh, le trainer, il cherche tous les pas typiques de l'entraînement, par exemple les pas d'évaluation, la- les calculs statistiques, etc. On voit bien que le PSNR a augmenté des 21 dB au début jusqu'à maintenant 27. On voit bien aussi que si on continue à entraîner, ça va continuer à augmenter, mais bon, on a un temps fini dans cette démo. Et maintenant, il faut évaluer les modèles et voir si ça marche mieux. Donc, je vais dans la console, ici en bas, réévaluer les modèles. Et, euh, putain, on a un problème. Ah oui, vais, je vais reprendre ces codes-là, générer un nouveau Y, et je vais évaluer mon modèle. Très bien, on est arrivé à évaluer les modèles et maintenant on va montrer les résultats après les fine-tuning. Donc je vais montrer l'image bruitée, la référence et la reconstruction. Et on voit bien pour cette petite patch des 128 pixels que maintenant le modèle il devient beaucoup mieux à faire le travail. Ça, c'était les observations qui sont très, très dégradées. Et maintenant, les modèles, il arrive à faire un travail beaucoup mieux qu'avant. Si on compare avant, c'était comme ça. Et juste avec 2 minutes de fine-tuning, on arrive à quelque chose comme ça. Normalement, si on veut entraîner un réseau de neurones de zéro, que c'est possible avec la librairie, ça va marcher peut-être aussi, mais on va prendre plus de temps d'entraînement parce qu'on doit commencer de zéro. Là, on commence avec quelque chose qui marche très bien et on doit juste les fine-tuner. Euh, les derniers commentaires que je vais faire, c'est pour choisir la loss des fine-tuning, il faut aller dans les user guide. On va aller dans loss. Et loss a des pertes pour supervised learning et aussi pour auto-supervisé. Donc, ici, dans les auto-supervisés, on a une grande liste qui dépend si les modèles de bruit est poisson gaussien, etc. Si on ne connaît pas les niveaux de bruit, euh, on a plusieurs options et aussi des autres pertes qui utilisent des transformations, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de la présentation? Oui, moi j'ai vu une question dans le chat de Len qui demandait si on pouvait ajuster le niveau de correction ou de restauration d'une image. Les niveaux de... Pardon? Si j'ai bien compris, Len, votre question, mais est-ce qu'on peut ajuster la puissance du modèle de restauration, c'est ça, ou contrôler sa force? Oui, c'était si, comme pour l'entraînement, on utilise des époques pour faire de mieux en mieux et tout ça, mais est-ce que dans l'autre sens aussi, il y a un niveau des corrections? Alors, ça va dépendre des méthodes. Dans les méthodes typiquement itératives, le nombre d'itérations va intervenir et va permettre d'avoir une meilleure reconstruction. Et je pense que dans la méthode que montre Rouliane, qui est juste un réseau entraîné de manière brutale, entre guillemets,
À part entraîner plus longtemps, on n'a pas. Oui, il existe des possibilités hein, avec des transformations équivariantes, mais ce que je vois, c'est que c'est pas vraiment possible de manière très simple. En général, on va augmenter le nombre d'itérations, par exemple, dans les méthodes itératives, mais sinon, non, pas vraiment. Il y a quelque chose de très important quand on fait ce type d'entraînement, de regarder les vals. Que si l'évaluation elle augmente pas, ça veut dire qu'il faut arrêter l'entraînement. Mais tout ça, c'est géré automatiquement par la librairie. Donc, si on veut l'utiliser comme black box, ça marche normalement. Et l'entraînement va s'arrêter automatiquement au moment correct. Vous Et pouvez fixer ce nombre-là, dire quand tu atteins à peu près ce nombre-là, tu t'arrêtes automatiquement. c'est ça. En fait, il va regarder la métrique qu'on veut utiliser. Ici, c'est les PSNR par défaut, mais on pouvait passer une autre métrique. Par exemple, si on voulait passer une métrique des CCM, je sais pas. Et, et lui, il va regarder ces métriques-là et, euh, et il va s'arrêter quand la métrique arrête d'augmenter. Et ça peut aussi marcher de manière auto-supervisée. Donc, si des calculs à métrique sans vérité terrain. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour finir, s'il n'y a pas plus de questions, pour finir, je vais reprendre la présentation. Et donc, je voulais dire donc, on est une librairie open source qui est fait par des contributeurs avec la motivation et la bonne foi pour faire grandir notre projet. Donc, si vous êtes intéressé à participer, soit avec comme utilisateur avec des questions, des nouveaux problèmes à résoudre, des, des nouveaux datasets à prendre en compte, etc. On est prenant de tout ça. C'est aussi un moment pour nous d'échange et d'écouter quels sont les besoins dans le monde de la microscopie. Et aussi, je voulais mentionner qu'on fait des hackathons une fois par an au moins, normalement à Marseille. Et donc, si vous êtes intéressé aussi de participer à ce type d'événements pour apprendre plus sur la librairie, pour contribuer, etc., et vous êtes invité, et il faut juste euh, et utiliser les Discord. Il y a un Discord dans les sites web où on peut rejoindre la discussion de la librairie. Et là, on peut poser des questions, tout ce que soit nécessaire. Et voilà, merci.